Bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu tardivement le bilan de mes lectures de septembre. Donc j'ai un petit peu débordé, parce que là, à l'heure actuelle, on est le 6 octobre. Mais voilà, j'étais en vacances, donc j'ai profité de ma famille et j'ai un peu laissé tomber les vidéos. Mais voilà, je suis de retour. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mes lectures de septembre. Il y en a, alors, 7 parce qu'il y en a un qui n'est pas là que j'ai prêté. Donc cette lecture, c'est un bon bilan, je trouve que c'est bien. D'habitude, je suis à 5 livres par mois, donc voilà, on sent que les vacances sont passées par là. Donc le premier livre dont je voulais vous parler, que je n'ai pas là, je vous mettrai la couverture ici, c'est Alabama 1963. Ce livre, vous avez dû beaucoup le voir passer sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'il a été l'objet de pas mal de chroniques, très positives pour la plupart. Toutes celles que j'ai vues sont très positives. Et en fait, dans ce roman, ça se passe donc en 1963, comme le dit son titre. On va retrouver donc Bud Larkin et Adela, Adela Cobb, qui est une femme noire qui fait des ménages. Et Bud Larkin est un détective blanc, un peu has-been, un peu vraiment mis dans le placard parce qu'il a fait pas dire une bêtise, mais il a fait il y a eu un événement qui a fait qu'il a été écarté de la police, qui du coup maintenant il se reconvertit en tant que détective. Et en fait, en cette année 1963, des petites filles noires disparaissent et on retrouve leur corps plusieurs jours, voire même plusieurs semaines après leur disparition. Et en fait, la police blanche ne s'intéresse pas du tout à ces disparitions, ils s'en foutent même carrément, parce que c'est des noirs. Et un jour, il va avoir un petit coup de frayeur, une petite fille blanche va disparaître, et du coup, ça va entraîner un peu plus d'engagement de la part de la police. Mais quand même, face à ce dénigrement, face à cette indifférence, il y a les parents d'une petite fille noire qui a disparu qui vont engager Bud Larkin en fait, pour qu'il mène l'enquête et qu'il résolve ces disparitions. Et en fait, par un concours de circonstances, Adela va être femme de ménage de Bud pour son local de détective privé. Et en fait, de fil en aiguille, elle va se retrouver mêlée à l'enquête et elle va seconder Bud lors de ses interrogatoires. Parce qu'à savoir que dans les quartiers noirs, la présence d'un blanc est très mal vue. Et du coup, elle va venir avec lui pour être un peu sa caution de moralité. Et donc, ils vont enquêter là, ensemble sur la disparition de ces petites filles. Donc je vous en révélerai pas plus parce que le roman est assez court, donc l'histoire se développe assez vite. J'ai beaucoup aimé la fin parce que j'ai pas vu venir du tout l'identité du coupable. Il y a un moment, donc on vous le révèle de bout en blanc, hein, vous n'êtes pas prêts, hein. Il y a un chapitre, hop, vous êtes dans la tête du meurtrier, vous dites « Ah, ok !» Et en fait, du coup, j'ai relu, je crois, un ou deux chapitres déjà en me disant « Est-ce que je me trompe dans le personnage? Est-ce que c'est la personne dans laquelle je pense ?» Donc déjà, il y a un vrai questionnement. Après, il y a une logique quand même, ça n'apparaît pas comme un cheveu sur la soupe. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. C'est aussi la complicité entre Bud Larkin et Adela, où envers et contre tous, ils vont arriver à s'entendre, ils vont même essayer de lier une amitié. Et ce roman parle aussi du Ku Klux Klan, de sa présence en Amérique, des actions qu'il menait pour ne pas mélanger les blancs et les noirs. Et ça parle aussi du décès de John Fitzgerald Kennedy, donc le président des États-Unis, qui se fait donc assassiner en 1963. Et on découvre un peuple qui aimait son président, qui le pleure, c'est une vraie tragédie. Et donc j'ai beaucoup aimé aussi cet aspect où on voit un peu plus l'envers du décor, mais plus d'un côté qu'on a moins vu, à savoir du côté de la communauté noire. Donc voilà, ça c'est une très bonne lecture, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, excusez-moi, j'ai enquillé sur quelque chose de vraiment différent. Ce livre, je l'ai lu parce que ma sœur l'avait sélectionné dans une vidéo que j'avais mis Ma sœur choisit mes lectures. Donc il s'agit de Mode Ankawa Kilomètre Zéro. En fait, c'est un roman un peu de développement personnel où on va suivre Maëlle, qui est une working girl parisienne, donc qui vit à 100 à l'heure, qui vit pour son travail. Et en fait, un jour, elle va retrouver son amie Romane devant le centre Marie Curie à Paris. Et là, elle va se prendre une gifle monumentale parce qu'elle va apprendre que son amie souffre d'un cancer et que ça fait 6 mois qu'elle fait de la chimiothérapie. Et son ami va lui demander de l'aide en lui demandant d'aller récupérer un manuscrit auprès d'un guide médecin népalais. Donc au début, Maëlle va être assez réfractaire à l'idée de partir à l'autre bout du monde, mais devant la détresse de son ami, elle va y aller parce qu'elle souhaite l'aider. Et donc une fois sur place, donc au Népal, elle va devoir aller dans la chaîne de l'Himalaya parce qu'en fait le médecin a dû se déplacer pour une question d'urgence médicale et il est dans un monastère au sein de l'Himalaya. Et là donc Maëlle va faire le voyage avec un Sherpa
qui va lui enseigner beaucoup, une vision, une belle vision de la vie, une vision plus naturelle, plus centrée sur soi et plus centrée sur la simplicité. Et donc tout le long en fait, du livre, on chemine avec Maëlle sur le chemin de sur son chemin intérieur. Donc ça c'était intéressant. Par contre moi j'étais partie dans l'optique de lire un roman et c'est vrai que parfois le côté développement personnel a un petit peu alourdi l'intrigue, alourdi l'histoire. C'est aussi le fait que moi ce qui me plaisait c'était qu'elle aille dans l'Himalaya parce que c'est une chaîne de montagne qui m'intrigue, qui me passionne. Et en fait là elle fait un trek donc elle va quand même jusqu'à 7000 mètres d'altitude et ça a l'air simple. Voilà, juste ça, je pense que du coup je pensais pas trouver du développement personnel mais plus un récit d'aventure. Passé ce premier étonnement, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'est une belle morale, on va dire. C'est ce genre de livre où il faut mettre des post-it de partout pour retenir les phrases. Moi, j'ai corné les pages, mon petit cœur saigne. Mais voilà, j'ai corné les pages pour noter les moments importants. Et surtout, c'est un livre à offrir. L'auteur le précise à la fin. Elle a mis un petit texte comme quoi c'est un livre qu'elle offre aux personnes qui pensent qu'ils peuvent l'aider. Voilà, elle dit à qui allez-vous tenir la main aujourd'hui? J'ai offert ce roman à toutes les personnes qui font que je suis ce que je suis, pour les remercier des cadeaux qu'ils m'avaient faits durant toutes ces années. Ensemble, créons dès maintenant la vie dont nous rêvons. Si ce livre résonne en vous, offrez-le aux personnes qui vous sont chères comme un témoignage de votre amour. Donc je pense qu'à Noël, je vais l'offrir à pas mal de personnes. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu 3 jours et une vie de Pierre Lemaitre. J'ai lu ce livre suite à une discussion que j'ai eue en salle de pause avec des collègues parce qu'on parlait de la tempête de 1999 qui a sévi donc, dans le nord de la France et jusqu'au Massif central. En fait, moi, en 1999, donc j'avais 11 ans, j'ai vécu en Auvergne et c'est vrai que c'est un événement qui m'a pas traumatisée mais qui m'a énormément marquée. Et du coup, j'ai eu envie de lire celui-ci. Et donc là, on va suivre, donc on est ça commence, je crois, le 23 décembre, l'action du livre. On est avec Antoine, qui est un garçon de 12 ans, qui se retrouve un peu mis à part parce que ses amis jouent à la PlayStation, mais sa mère ne veut pas qu'il passe du temps sur ses jeux vidéo. Donc il fait une cabane dans les bois et il reste beaucoup dans la nature et souvent avec un petit qui s'appelle Rémi, qui a 6 ans. Et en fait, un jour, peu avant Noël, ce petit garçon va disparaître. Et toute la ville de Beauval va se concerter, va travailler main dans la main pour essayer de retrouver le petit garçon. Et en fait, toutes les recherches, je pense qu'à savoir qu'ils vont faire des battues, ils vont aller draguer l'étang, ces recherches vont être balayées par la tempête qui va en fait tout détruire. On a des scènes où on voit Antoine qui est avec sa maman dans la maison, où il regarde par la fenêtre, il voit les voitures qui flottent parce qu'il y a beaucoup d'eau en même temps dans la tempête. Après, il les voit repasser dans l'autre sens parce qu'elles sont poussées par le vent. Et donc, il y a ce sentiment apocalyptique quand même, parce que c'est une des premières tempêtes qui frappe la France aussi forte et qui n'est pas du tout anticipée par les météorologistes. Et en fait, donc cette action se passe en 99. Après, vous avez une deuxième partie de l'histoire qui se passe en 2011, où on retrouve Antoine qui a grandi, qui vit désormais à Paris, il me semble, qui fait des études. Lui, il ne veut plus retourner à Beauval. La disparition de Rémi l'a profondément traumatisé. Et il essaie de reconstruire sa vie. Et ensuite, en 2015, avec un autre événement, donc toujours avec Antoine, mais avec un événement de 2011 qui continue d'influencer sa vie de 2015. À savoir que la fin de ce livre m'a énervée au début, parce que pour moi, Antoine a subi son destin de A à Z. Et en fait, quand on y réfléchit, qu'on prend du recul, cette fin est cohérente et elle est normale. Et je dirais que je parlerais même de karma. Juste dans l'histoire, où à la fin, il y a un enfant. Cet enfant, j'ai peur qu'il subisse un peu un désintérêt de la part de son père. Mais voilà, c'est juste comme ça, c'est moi qui fais des extrapolations avec ce qui se passe. Mais voilà, j'ai bien aimé la plume de l'auteur, j'ai trouvé très intéressant, mais je pense que c'est pas le meilleur de lui. Hop. Ensuite, j'ai lu un polar. C'est vrai que là, j'ai pas beaucoup de polar en ce moment. C'est le journal de ma disparition de Camille Agrèbe. Donc Camille Agrèbe, c'est une auteure que j'aime beaucoup. J'ai lu pendant le confinement L'archipel des larmes, que j'ai adoré. Alors donc je disais avant que ça coupe, excusez-moi, qu'on retrouve donc Maline qui va se retrouver à aller enquêter dans son ancien village, donc dans son village natal où vit encore sa mère, sur un cold case qui date de 8 ans, à savoir la mort d'une petite fille.
En fait, Malin est vraiment liée à cette enquête parce qu'il y a 8 ans, c'est elle qui a découvert le crâne de la petite fille, donc le squelette, dans la forêt. Et en fait, cette affaire n'a jamais été résolue. Et suite à l'ouverture nouvelle branche d'enquête, on va dire, d'un nouveau secteur, elle s'est retrouvée sur ce cold case. Et à côté de ça, donc, elle retourne là-bas et elle travaille avec une profileuse judiciaire très renommée qui s'appelle Anne Lagerlins-Schnow. Voilà, j'espère que je n'ai pas écorché. Qui est vraiment une tête dans son secteur, qui va apporter son regard, elle, sur la victime et aussi, du coup, faire un profil du tueur, de l'assassin. Et en fait, un week-end arrive, chaque enquêteur fait sa vie de son côté. Et pendant le week-end, en fait, on retrouve Anne errante dans la forêt, donc on est en hiver. Il fait très froid, elle erre complètement perdue dans une forêt, elle n'a pas de chaussures et elle semble poursuivie. Donc elle est recueillie par un jeune homme qui après est aidé par une automobiliste, donc l'inspectrice va monter dans la voiture d'automobiliste. Et là en fait quand ses collègues vont vouloir l'interroger, parce qu'en fait elle est en couple avec un autre enquêteur qui a disparu, ils vont se rendre compte qu'elle est complètement amnésique. Donc en fait elle souffre de problèmes de mémoire, elle a une pathologie qu'elle connaît, donc en fait elle note tout dans un calepin, sauf que ce calepin elle l'a perdu. Et surtout, là, elle a carrément occulté la dernière semaine. Donc elle, les dernières choses dont elle se rappelle, c'est ses vacances au Groenland. Elle ne sait pas pourquoi elle est à Homberg, elle ne sait pas du tout de quoi il s'agit, elle ne reconnaît pas ses collègues qu'elle connaît que depuis une semaine. Et en fait, donc ça va être une sorte de compte à rebours pour essayer qu'elle retrouve ses souvenirs et surtout essayer de retrouver son compagnon qui est aussi enquêteur. J'ai bien aimé, un petit peu moins que l'Archipel des larmes, parce que l'Archipel des larmes, c'est vrai que je l'ai énormément aimé. Je l'ai trouvé plus rythmé, plus approfondi. Là, parfois, il y a eu des longueurs. Je trouvais que c'était... les enquêteurs ont un peu défoncé des portes ouvertes, quoi. Ils arrivaient à des conclusions que nous, en tant que lecteurs, on avait vu arriver il y a 20 pages, et c'est vrai que c'est un peu long. Sinon, voilà, j'ai bien aimé le dénouement. À la fin, on a un dénouement sur l'histoire personnelle de Malin, qui est quand même... qu'on a plus ou moins vu venir quand même avec le déroulé de l'histoire, qui enrichit l'histoire et qui donne encore envie de découvrir Malin plus profondément, connaître un peu plus sa personnalité. Et donc je pense que c'est le cas dans L'ombre de la baleine, qui est le 3e opus que j'ai en poche, que mon chéri m'a offert, et qui sera, je pense, une de mes prochaines lectures pour la fin d'année. Ensuite, je suis partie dans un univers complètement différent, je suis partie dans de la fantasy young adulte. Donc j'ai lu Sorcery of Thorn de Margaret Rogerson. C'est un livre qui est sorti mi-septembre, donc j'ai pu l'emprunter au travail pour pouvoir le lire. Donc il y a un peu plus de 500 pages. En fait, on va suivre une jeune fille qui a 16 ans, qui s'appelle Elisabeth, qui a été élevée dans une bibliothèque, dans la grande bibliothèque d'Estive plus précisément, parce qu'elle est orpheline. Et en fait, elle veut suivre une formation pour devenir gardienne, pour protéger les bibliothèques et les livres. À savoir que dans ces bibliothèques, les grimoires sont particuliers parce qu'ils sont animés, ils ont des pouvoirs. Et si vous faites du mal à un grimoire, si vous le modifiez, ça devient un maléfique qui devient une espèce de monstre diabolique et maléfique, comme l'indique son nom, et qui peut tuer tout le monde et tout raser sur son chemin. Et un jour, donc Elisabeth est réveillée en pleine nuit. Étrangement, c'est la seule personne qui se réveille. Elle va aller dans la bibliothèque et elle va découvrir la directrice de la bibliothèque assassinée. Elle a donc passé la première stupeur, la première peur, la tristesse de cette découverte. Elle va entendre du bruit et elle va voir qu'en fait un des grimoires s'est transformé en maléfique. Donc là, elle va partir à la charge elle va le poursuivre, le maléfique, et elle va vouloir le tuer pour protéger le village, parce qu'en fait le maléfique n'a qu'un but dans la vie, c'est tout détruire. Donc elle va arriver à détruire le maléfique, mais tout ça va se retourner contre elle et elle va devoir aller rendre des comptes auprès d'une communauté qui se trouve dans un village un peu plus loin, dans une grande ville. Et c'est le sorcier Nathaniel qui est chargé de l'escorter. Et en fait, ce sorcier, elle s'en méfie parce qu'en fait, comme tout sorcier, il tire son pouvoir d'un démon avec qui il a fait un pacte. Donc contre ses pouvoirs, il lui donne des années de vie. Et en fait, voilà, il va avoir à partir de là, ils vont être assez liés parce qu'ils vont devoir faire face à des attaques, plein de choses ensemble. Et en fait, on va se rendre compte que ce qui est arrivé dans la bibliothèque n'est pas un cas isolé et que c'est une machination beaucoup plus grande qui est en train de se jouer et peut-être même la fin du monde. Donc voilà, je vous en dirai pas plus parce que c'est quand même un roman assez riche, assez dense, donc il faut vraiment le lire pour tout découvrir. J'ai trouvé que parfois il y avait un peu trop de rebondissements.
Au bout d'un moment, j'avais envie que ça se termine quand même, parce que il leur arrive ça, il leur arrive ça, il leur arrive ça. Vous dites un moment, mais il respire plus, quoi. C'est tout dans la continuité, c'est trop. Parfois, c'est trop. En tant que lecteur, on est un peu essoufflé par tout ça. Mais sinon, j'ai bien aimé l'histoire, j'ai bien aimé les personnages. Euh, pour moi, il n'y a pas besoin de suite, mais bon, on sait jamais. En fantasy, c'est rare que ça soit que des one-shot, comme on dit. Mais bon, voilà, c'est une belle petite découverte avec un petit peu de longueur. Ensuite, là aussi, j'ai lu un roman que ma sœur avait sélectionné. Il s'agit de U4 Coridwen de Yves Grevet. C'est un livre que j'ai depuis 3 ans dans ma bibliothèque, que j'avais trouvé dans un Emmaüs. Donc c'est un roman jeunesse post-apocalyptique. On va se retrouver dans un monde où en fait un virus a éradiqué les 3/4 de la planète, les 3/4 des habitants, qui ne touche pas qu'une certaine catégorie d'adolescents, entre une certaine catégorie d'âge. Et en fait, tous ces adolescents se retrouvent livrés à eux-mêmes. Donc dans ce livre, on va suivre Coridwen, qui est une Bretonne, qui vit toute seule. Elle est la seule survivante de sa famille dans une ferme. Donc elle s'occupe des animaux pour essayer d'occuper ses journées, pour éviter de penser à mettre fin à ses jours. Et en fait, après, donc là, à l'heure actuelle où elle est, on est le 1er novembre, elle n'a plus d'électricité, elle n'a plus d'eau courante, donc il n'y a plus de réseau de télécommunication, tout est out. Et en fait, juste avant qu'il n'y ait plus de réseau internet, elle reçoit à travers un jeu qui s'appelle What, un message comme quoi le 24 décembre à Paris, sous l'horloge, je crois, il va y avoir possibilité de retourner dans le passé pour sauver le monde en fait. Donc Coridwen, après avoir récupéré son cousin Max qui était dans un institut spécialisé parce qu'il a une pathologie, elle se retrouve à aller à Paris en tracteur, donc elle fait plus de 500 km en tracteur, avec toutes les péripéties, les rencontres qu'elle fait, bonnes ou mauvaises, parce qu'à savoir que, comme c'est un peu une ambiance fin du monde, il n'y a pas que de la solidarité entre les gens, et elle va arriver à Paris pour essayer d'arriver à cette date clé où elle espère pouvoir sauver le monde. Donc voilà, ça a fait une belle découverte, c'est le premier roman post-apocalyptique que je lis. Je pense que c'est une bonne première approche parce que c'est pas trop fouillé comme c'est un young adulte. Et j'ai beaucoup aimé. C'était une lecture assez sympa. Ce livre fait partie d'un lot de 4 livres écrits par 4 auteurs autour de 4 personnages différents. À savoir que Coridwen rencontre les autres personnages dans le livre, mais de manière assez... Il y en a un qu'elle rencontre, qu'elle reste avec un peu plus longtemps, mais les autres, c'est furtif. Donc voilà, ça, c'était une belle découverte. Et enfin, le dernier livre que je vais vous présenter, c'est La mythologie viking de Neil Gaiman. Donc merci Camille de me l'avoir offert, donc c'est ma petite sœur qui me l'a offert. Ce livre m'intrigue depuis un petit moment, depuis je crois sa sortie poche. En fait, c'est une interprétation, revisite des mythes nordiques par l'auteur. Donc on va découvrir la vie, l'histoire d'Odin, Thor, Loki et de tous les autres dieux nordiques, avec des géants, il y a des ogres, il y a des créatures mythiques comme des serpents géants. Voilà, donc j'ai trouvé ça vraiment bien, c'est construit en catégories. Donc là vous avez l'hydromel des poètes, et dans chaque petite catégorie vous avez des petits contes qui ont une chronologie, parce qu'à la fin on arrive au moment de Ragnarok, qui est la fin de tout. Voilà, donc j'ai trouvé ce livre très intéressant. Pour les passionnés de mythologie, ça peut vraiment vous plaire. Pour ceux qui aiment tout ce qui est Thor, bon, je sais que la comparaison est un peu facile, mais Thor, Avengers, Loki, vous pouvez un peu plus découvrir la jeunesse des personnages et comprendre peut-être certaines interprétations de la part des scénaristes et comprendre certains liens. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé. J'aimerais beaucoup que l'auteur fasse la même chose sur la mythologie grecque, sur la mythologie égyptienne, parce que je pense que c'est une façon de rendre accessibles ces mythologies et de nous les faire découvrir. Donc voilà, ce fut une très belle découverte. Je l'ai lu assez rapidement, il n'est pas très long, il fait 280 pages, mais vraiment très intéressant. Donc voilà pour mon bilan. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, pas aimé, voilà, tout est bon à prendre. Après, si vous avez d'autres livres de ces auteurs à me conseiller, n'hésitez pas. J'aime toujours autant les retours de lecture et ça sera avec plaisir que je relirai ce que vous m'avez marqué et de suivre vos conseils de lecture. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.